C'est nous, professeurs de français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une épreuve de texte suivi de questions. L'épreuve de texte qu'on a ici est extrait du Vieux-Nègre et de la médaille de Ferdinand Eunaut, qui est en fait un écrivain africain. Et ce roman-là va être classé dans les romans, n'est-ce pas, qui ont eu à faire le procès du colonialisme. Donc je vais essayer de lire le texte. Le titre du texte, c'est l'arrivée de la voiture. La voiture se dirigeait vers le milieu de la cour, suivie par la foule de gamins nus qui criaient avec frénésie. Mecca était assis à côté de l'homme qui conduisait. Il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village pût le voir. Quand la voiture le déposa devant sa case, le conducteur lui serra la main et l'aida à descendre une caisse qui devait être bien lourde, à en croire les efforts que faisaient les deux hommes. Le chauffeur repartit ensuite en faisant de grands signes à Mecca, qui lui répondait en agitant son casque, tant que la voiture fut en vue. Sa femme courut à lui. Voilà donc le texte. Et pour étudier ce texte-là, nous avons trois rubriques, la partie compréhension, le vocabulaire et la grammaire. La compréhension, on essaie de voir, de jauger, n'est-ce pas, la capacité de l'élève de comprendre un texte. Parce qu'un élève qui ne peut pas répondre à cette question-là, même s'il lit des romans, il ne comprendra absolument rien du tout. Donc dans la première question, on vous demande quel est le sentiment qui anime Mecca. Et là, on va revenir au texte. On montre dans le sens que dans un contexte, quel est le sentiment qui anime Mecca? Et on nous demande de répondre à cette question sans recopier le texte. Mais il y a des indices. Si nous regardons, n'est-ce pas, la deuxième phrase, Mecca était assis à côté de l'homme qui conduisait. Il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village puisse le voir. Qu'est-ce qui peut pousser Mecca à vouloir être vu, n'est-ce pas, des villageois? Donc quel sentiment qui peut véritablement animer Mecca? On peut dire que c'est un sentiment d'orgueil, un sentiment de vanité. Donc la réponse à cette question, c'est un sentiment de vanité, d'orgueil. Vous voyez, dans ce texte, il n'y a ni orgueil ni vanité. Donc on a essayé de répondre à cette question sans employer un mot du texte, parce qu'on nous demande dans la consigne. Donc le sentiment qui animait Mecca, c'est un Mecca était animé par un sentiment d'orgueil. Voilà, il était animé par un sentiment d'orgueil, et là, voilà l'indice qui nous montre qu'il était véritablement orgueilleux parce qu'il voulait que tout le village puisse le voir. Ça, voilà, donc je disais tantôt que Mecca était animé par un sentiment d'orgueil. Et pour justifier cela, on peut dire qu'il était animé par un sentiment d'orgueil parce que, au lieu de s'asseoir au milieu de la voiture, il était assis à côté de la portière. Il était assis à côté de la portière. Pour se montrer. Pour se montrer, voilà, pour que tout le monde ait la possibilité de le voir. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à la compréhension de ce texte-là. Maintenant, si on aborde la question vocabulaire, là on nous demande de donner le sens à ces expressions. Nous avons deux expressions. La première, c'est crier avec frénésie. Et comme je disais tantôt, on a le sens que dans un contexte, on va également retourner, n'est-ce pas, au texte. On va lire le passage où se trouve, n'est-ce pas, l'expression, suivi par la foule de gamins nus qui criaient avec frénésie. Crier avec frénésie, quelque chose de frénétique, c'est quelque chose qui est fort. Donc, crier avec frénésie, à la limite même, c'est hurler. Hurler, ça peut passer. Crier avec force. Crier avec force. Crier donc avec frénésie, c'est crier avec force. Crier avec
force, virgule, hurler. Voilà, tous ces mots-là, il n'y a pas un seul mot, vous pouvez trouver d'autres expressions. L'essentiel est que ça aille avec, n'est-ce pas, avec l'expression, ça va dans le sens de l'expression. Emploie les efforts, là on revient au texte. Lui serra la main et l'aida à descendre une caisse qui devait être bien lourde, à employer les efforts que faisaient les deux hommes. Donc en considérant les efforts que faisaient les deux hommes, par rapport aux efforts que faisaient les deux, selon les efforts que faisaient les deux hommes, on pouvait imaginer que la caisse était vraiment lourde. Donc on peut remplacer cette expression par selon les efforts. Ou bien en considérant les efforts. En considérant les efforts. Selon les efforts, bien en considérant les efforts, on pouvait imaginer que la caisse était bien lourde. Troisième question, la voiture se dirigeait vers la cour. Donnez un homonyme de cour. Un homonyme, c'est un mot qui se prononce de la même façon et qui peut même s'écrire de la même manière. Et là, je tiens à attirer votre attention sur la différence entre homonymie et homophonie. Je dirais que l'homophonie est inclue dans l'homonymie. Seulement, l'homophonie ne doit pas s'écrire de la même façon. Par exemple, mais et mais sont des homonymes, mais ce ne sont pas des homophones, puisque ça s'écrit de la même façon. Ce mais-là est le verbe mettre, ce mais-là est le repas. Un mets délicieux, un plat délicieux, ils s'écrivent de la même façon. Ils se prononcent même de la même manière. Ce sont des homonymes, mais ils ne sont pas des homophones. Les homophones doivent se prononcer de la même manière, mais ils ne doivent pas s'écrire de la même façon. Donc c'était une petite information. Donc la voiture se dirigeait vers la cour, donnez un homonyme de cour. Vous avez cours, un cours de français. Vous avez cours, qui peut signifier la cour de tennis. Le terrain de tennis s'appelle la cour de tennis. Vous avez, donc là, ce sont des homonymes. Ces deux-là sont des homonymes, mais ils ne sont pas des homophones. Maintenant, on nous demande d'employer le mot trouvé. Ce n'est pas cour qu'on doit employer dans une phrase, mais c'est le mot trouvé qu'on doit employer dans une phrase. Et veillez, n'est-ce pas, à la correction de la phrase. La phrase que vous devez donner doit être une phrase grammaticalement correcte. Employez cet homonyme dans une phrase qui en montre le sens. Si je prends cours, là c'est plus facile encore. J'ai assisté à un cours de français. À un cours de français. Voilà, à un cours de français. C'est bon? Donc je pense qu'on peut progresser par rapport à l'analyse grammaticale. Analyser les mots soulignés. Le barème est de 4 points. Il faut souvent se référer au barème pour ne pas sauter des mots. Supposons qu'on vous demande d'analyser l'apostrophe. Vous pouvez ne pas le voir, tellement c'est petit. C'est un mot souligné. C'est petit. Mais puisque le barème est de 4 points, forcément il y a 4 mots à analyser. Quand je me rappelle avoir corrigé cette épreuve en 2010, il y a des élèves qui se sont aventurés à analyser le vinaigre et la médaille parce qu'on les a demandé d'analyser les mots soulignés. Mais là, c'est par des conventions d'écriture que les titres des romans sont soulignés. Dans la convention d'écriture, même quand vous écrivez dans une dissertation, vous mettez le titre d'un roman, vous devez le souligner. Donc là, c'est une convention d'écriture. Donc là, nous avons 4 mots à souligner, à analyser, excusez-moi. Donc, dans l'analyse grammaticale, on doit donner la nature et la fonction du mot. Je reviens au texte. La voiture se dirigeait vers le milieu de la cour, suivie par la foule. La foule est un groupe nominal.
Un groupe nominal, quand vous avez groupe, il y a forcément deux choses. Donc, dans un groupe nominal, vous avez un déterminant plus un nom. Vous pouvez avoir un groupe nominal élargi, déterminant plus adjectif plus nom. Vous pouvez avoir également un groupe nominal prépositionnel. Dans un groupe nominal prépositionnel, vous avez déterminant, complément du nom plus adjectif, par exemple la case de mon père. Ça, c'est un groupe nominal prépositionnel. Donc, dès l'instant que vous donnez la nature, c'est-à-dire la classe grammaticale, vous avez 0,50, puisque ce n'était un point. Donc, la nature, la classe grammaticale, c'est un groupe nominal. La fonction, voilà, je disais tantôt que là, vous avez réussi à donner la classe grammaticale, vous bénéficiez de 0,50. Quelle est la fonction? Pour trouver la fonction d'un mot, on doit se poser des questions. Là, vous avez la préposition par, qui va nous édifier par rapport à la fonction du mot. Et je rappelle que là, nous avons un complément d'agent, mais le complément d'agent n'est pas uniquement introduit par. Il peut être introduit par deux. Ça dépend. Si je dis par exemple, des touristes envahissent la ville, D est un article indéfini, je dirais la ville est envahie de touristes. Les touristes envahissent la ville, les est un article défini, je dirais la ville est envahie par les touristes. Donc là, nous avons un complément d'agent introduit par la préposition par. Donc je vais dire la foule, groupe nominal, j'ai donné donc la classe grammaticale, fonction, complément d'agent. Très bien. Le deuxième mot à analyser, c'est l'autre. L'autre est un adjectif qualificatif, il nous dit comment est la personne, l'animal ou la chose. Faites attention au verbe d'état, qu'il soit conjugué à l'infinitif ou bien au participe passé. Nous avons donc attribué du sujet qui devait être bien lourd. Qu'est-ce qui était lourd? C'est la caisse. La caisse devait être bien lourde. Donc, lourd, nous avons un adjectif qualificatif et la fonction, c'est attribut du sujet. Adjectif qualificatif. Attribut du sujet. Attribut du sujet, mais de quel sujet? Attribut du sujet, de quel sujet? Le sujet, c'est qui? Pronom qui remplace caisse. Ce n'est pas attribut de caisse. Monsieur, vous allez me dire c'est attribut de caisse, puisque qui remplace caisse. Mais l'autre est attribut, n'est-ce pas, du sujet, puisque le sujet du verbe être ici, c'est qui? Le pronom relatif. Le pronom relatif a pour fonction ici sujet. Vous voyez, complément objet, mais là, il est sujet. Le pronom relatif n'est jamais complément de l'anglais précédent. C'est la subordonnée relative qui va être complément de l'anglais précédent. Là, on a enlevé le déterminant, on demande seulement d'analyser homme. Homme, on va dire que c'est un nom commun. Nom commun de personne. Commun de personne. Voilà, c'est un nom commun de personne, il faut être précis dans les analyses. Très bien. Que faisaient les deux hommes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce sont les deux hommes. Là, vous avez sujet inversé. Homme, sujet inversé. Sujet inversé. On a la possibilité d'avoir un sujet inversé quand la phrase est interrogative ou bien quand la phrase commence par un complément circonstanciel et souvent de lieu. Au coin de la rue se trouvait leur maison. Au fond de la case se trouvaient des caisses à outils. Donc, pourquoi vous avez le sujet ici inversé? En quoi les efforts que faisaient les deux hommes? Qu'est-ce qui faisait les efforts? Ce sont les deux hommes. Avec les subordonnées relatives également, on peut avoir un sujet inversé. Vous avez donc trois possibilités d'avoir un sujet inversé dans la phrase interrogative,
quand la phrase commence par un complément circonstanciel de lieu, quelquefois de temps, et dans les subordonnés de la relative. Donc, on va terminer par, n'est-ce pas, l'analyse de ce pronom personnel, lui. Lui qui a comme pluriel leur, c'est un pronom personnel qui ne peut pas être complément d'objet direct. Il est souvent complément d'objet indirect ou complément d'objet second. De grands signes à l'écart qui lui répondit en agitant son casque. Il répondit à qui? À lui. Donc lui ici est un complément d'objet indirect. Pronom personnel, pronom personnel, complément d'objet indirect. Très bien, dans cette partie grammaire, nous allons aborder la 5e question. Il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village puisse le voir. Et là, on demande d'identifier le mode et le temps du verbe pouvoir. Là, nous avons le subjonctif, qui est le mode, et le temps, c'est l'imparfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif. Pourquoi imparfait du subjonctif? C'est lié à ce qu'on appelle la concordance des temps. Nous avons un subordonné conjonctif complément circonstanciel de but, et le but est toujours au subjonctif. C'est le plus facile à retenir parce qu'il y a 4 mots qui introduisent le but, afin que, pour que, de peur que, de crainte. Pour que, introduit le but. Et le but est toujours au subjonctif. Mais si le verbe de la principale est au présent de l'indicatif, nous aurons le présent du subjonctif. Si le verbe de la principale est à l'imparfait, au passé simple ou au conditionnel, nous aurons l'imparfait du subjonctif. Voilà la justification. Si on nous demande de faire l'analyse logique de la phrase, on dira tout simplement il se pencha de temps en temps à la portière. Là, c'est la proposition principale. Pour que tout le village puisse le voir. Proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination. Pour que, complément de but du verbe de la principale. Voilà donc l'analyse logique, donc il n'y a pas assez de place pour le tableau. Nous passons donc à la 6e question. Quand l'analyse logique de cette phrase, il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village puisse le voir. Pour faire une analyse logique, donc, il faut être méthodique. Je vais écrire d'abord la proposition principale. Il se penchait. Il se penchait. Il se penchait. Prêt. Il se penchait de temps en temps. Excusez-moi. Il se penchait de temps en temps. De temps en temps à la portière. Il se penchait de temps en temps à la portière. Proposition principale. Il faut rappeler que la subordonnée est la phrase qui commence par le subordonnat, et là le subordonnat ici c'est une conjonction de subordination, c'est une condition conjonctive pour que tout le village puisse le voir. Je vais dire donc proposition subordonnée conjonctive introduite par la locution conjonctive pour que complément circonstanciel de but. Donc on va continuer à manipuler, donc on va continuer à, comment dirais-je,
Voilà donc pour l'analyse logique de cette phrase. Et on va continuer, n'est-ce pas, toujours à manipuler cette phrase. Et là, on nous demande de mettre le premier verbe, c'est-à-dire le verbe principal au présent de l'indicatif. Et là, il y aura des modifications. Je vous le rappelle parce que je disais tantôt, n'est-ce pas, de la concordance des temps quand vous avez la subordonnée de but. Je vais essayer de mettre donc ce verbe-là au présent. Il se penche. Il se penche de temps en temps. De temps en temps. À la portière. Pour que tout le village, là nous avons le verbe pencher qui est au présent de l'indicatif, nous aurons le présent du subjonctif qui est pour que tout le village puisse le voir. C'est bon? Donc là on passe à la 6e question. Voilà, donc on va passer à la dernière question de la grammaire. Là, il faudrait remplacer les mots soulignés. On doit les mettre au pluriel en fait. Il s'agit de le, ça, lui et elle apostrophe. Pour remplacer ces mots-là, pour les mettre au pluriel, il faut connaître d'abord leur fonction. Le, la et l'apostrophe sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. Le pluriel, c'est les. Lui est un pronom personnel complément d'objet, elle est un complément d'objet second. Son pluriel, c'est le sans S. Je rappelle que ces mots, comme vous le voyez ici, ils sont toujours devant les verbes. S'ils sont devant les noms, ils sont des déterminants. Donc là, quand la voiture redéposa, on remplace le par les. Devant sa case, on va remplacer ça par C. Le pluriel de ça, c'est C. Le conducteur lui serra la main, le pluriel de lui, c'est leur. Et leur sans S. Et les aida. Les aida à descendre une caisse. Voilà donc, mais comme je le disais ici, C est un déterminant, donc le mot doit prendre un S. Si vous trouvez le déterminant sans mettre le S, n'est-ce pas, au nom, là, ça pose problème. Là, ce sont les pronoms personnels. Les déposants, donc c'est devant un verbe, on va mettre un S au verbe. Mais C est un adjectif possessif, donc s'il est pluriel, le verbe, le nom doit être au pluriel. Voilà donc pour cette question. Il reste la dernière question, c'est en conjugaison. Voilà, là nous avons une phrase qui est complète et c'est la moitié de la phrase qui est soulignée. Il doit réécrire la phrase en mettant cette partie à la voix passive. Qu'est-ce qu'il y a à considérer ici? C'est d'abord le COD, parce qu'un verbe qui n'a pas de COD ne peut pas être mis à la voix passive. Et qu'on nous dit souvent que le COD là, il doit devenir un sujet. Et pour trouver le sujet et le COD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Quand la voiture déposa qui? Le. J'ai identifié mon COD. Qu'est-ce qui dépose? C'est la voiture. J'ai identifié mon sujet. Le temps verbal est très important. Déposer ici et au passé simple. On a l'habitude donc de schématiser cela comme ça. Et là, on doit avoir par ou bien de. Mais le problème qui se pose ici, c'est qu'on a un pronom personnel complément. Un pronom personnel complément ne peut pas devenir sujet. Donc, il faudra retrouver le pronom personnel sujet correspondant à ce pronom personnel complément. Vous avez le, donc ça ne peut pas être une femme, ça ne peut pas être des femmes, ça peut être une personne, donc un homme. C'est le masculin. Le masculin, le pronom personnel sujet correspondant à le, c'est il. Donc on reprend la phrase. Le COD devient il.
Quand est un adverbe complément circonstanciel de temps, on peut le déplacer, on peut le supprimer sans changer le sens de la phrase. On peut le mettre dans la poche et on termine, on le met ça à côté. Donc, le verbe est au passé simple. Je vais employer le passé simple de l'auxiliaire être plus de participe passé de ce verbe. On doit manipuler l'auxiliaire être. Donc, on emploie l'auxiliaire être au temps du verbe de la phrase active plus de participe passé de ce verbe. Quand il fut déposé par la voiture, qui est le complément d'achat, par la voiture. Quand il fut déposé par la voiture devant sa case, virgule, le conducteur lui serra la main. Vous vous rendez compte que qu'est-ce qui n'a pas changé de place ici? C'est devant sa case. Et le train là que j'avais mis dans ma poche là, je vais même le mettre ici. Quand il fut déposé par la voiture devant sa case, le conducteur lui serra la main. Ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Là, vous avez complément circonstanciel de temps qu'on peut déplacer sans changer le sens de la phrase. On peut même essayer. Il fut déposé par la voiture devant sa case quand le conducteur lui serra la main. Ce quand pour être déplacé, c'est un complément circonstanciel de temps. Il ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait manipuler ici? Le sujet, le verbe et le temps. Le sujet, le COD et le temps. Verbe. Merci, chers élèves. Je pense que vous avez appris quelque chose par rapport à cette épreuve de texte et des questions. Et pour suivre, n'est-ce pas, d'autres exposés par rapport au programme de classe de 3e, vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas, à cette chaîne-là. Je vais revenir ultérieurement en vous proposant un devoir de dissertation sur le thème de l'envie de l'environnement.